Bonjour et bienvenue sur Confluence. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur une analyse qui a fait pas mal parler. Le gambit de Kananaskis, une crise de commodité. Oui, on essaye de décrypter ensemble ce départ assez soudain du président Trump du sommet du G7 au Canada. C'était en juin 2025, en pleine crise au Moyen-Orient. Alors, simple réaction à l'urgence ou une manœuvre plus calculée? C'est toute la question. Rappelons un peu le contexte. On est en juin 2025, sommet du G7 à Kananaskis, au Canada, et l'ambiance, elle est déjà un peu lourde. On se souvient du G7 de 2018 au Québec. Ah oui, très tendu, où Trump avait retiré son soutien au communiqué final à la dernière minute. Donc oui, il y avait déjà des antécédents. Voilà. Et là-dessus arrive l'événement déclencheur officiel, l'escalade entre Israël et l'Iran. Frappe israélienne, riposte iranienne. Exactement. La crise au Moyen-Orient qui flambe. Et c'est là que Trump annonce qu'il s'en va, il annule des rendez-vous importants, prévus avec les présidents mexicains, ukrainiens. Il lance son fameux « je dois rentrer, c'est très important ». C'est ça. Il signe vite fait une déclaration à minima du G7. Bon, sur le droit d'Israël à se défendre, le nucléaire iranien, et hop, il repart. Motif officiel, EDG, gérer la crise internationale. Mais l'étude qu'on examine aujourd'hui, elle pose une question assez directe. Est-ce que ce sommet, de toute façon, n'était pas déjà mal engagé pour lui? Il y a plusieurs éléments qui suggèrent un isolement diplomatique assez marqué. Comme quoi, par exemple? Pensez à la guerre commerciale qu'il menait, y compris contre ses propres alliés du G7. Ah oui, les fameux tarifs douaniers. Exactement. Jusqu'à 50% sur l'acier, l'aluminium, 25% sur les voitures. Ils voyaient ça un peu comme une source de revenus permanente pour les États-Unis, en fait. Difficile dans ce cas de parler de solidarité entre alliés, c'est sûr. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis il y avait la question russe, son insistance pour faire revenir la Russie au G7, son opposition à de nouvelles sanctions à cause de l'Ukraine. Il a même suggéré Poutine comme médiateur au Moyen-Orient. Ce qui a dû crisper pas mal de monde autour de la table. Clairement, ça a heurté de front les autres partenaires. Et puis, face à la Chine, comment voulez-vous créer un front uni du G7 si vous imposez des taxes énormes à ces mêmes alliés? C'était compliqué. Donc si on suit cette logique, la crise au Moyen-Orient, elle arrive presque au bon moment pour lui. Une crise de convenance, comme le dit le titre de l'analyse, pour masquer un échec diplomatique annoncé. C'est une interprétation forte qui ressort de l'étude, oui, et ça devient encore plus intéressant quand on regarde une autre couche, les intérêts financiers. Des intérêts potentiels très très importants qui pourraient jouer en coulisses. Là, on parle de la Trump Organisation, j'imagine. Oui, entre autres. L'entreprise familiale est en pleine expansion dans le Golfe. On parle de contrats de licence de plusieurs millions, voire milliards de dollars, avec des entités liées au gouvernement du Qatar, d'Oman, d'Arabie Saoudite, des Émirats. Donc une incitation assez claire à garder de bonnes relations avec ces pays-là. Oui. Et puis, il y a le cas de Jared Kushner, son gendre. Ah oui. Sa société d'investissement Affinity Partners. Elle est financée, et pas qu'un peu, par des fonds souverains du Golfe. Le chiffre qui circule, c'est 2 milliards de dollars rien que du fonds saoudien, le PIF. Et apparemment approuvé personnellement par MBS, le prince héritier. 2 milliards. Oui. Plus encore, 1,5 milliard venant des Émirats et du Qatar. Et ce qui est notable, c'est où cet argent est investi. Notamment dans des entreprises israéliennes stratégiques, y compris dans la défense. Une façon de capitaliser sur les accords d'Abraham qu'il avait aidé à négocier. C'est une des lectures possibles, oui. Monétiser ces accords. Sans oublier le contrat d'armement géant, 142 milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite. Ça implique des entreprises comme Lockheed, RTX. Donc là, on a un tableau où la politique de pression maximale sur l'Iran, elle sert peut-être les intérêts des alliés du Golfe, de l'industrie de défense américaine, mais potentiellement aussi des intérêts financiers privés très directs de l'entourage présidentiel. Les lignes sont effectivement très floues. Et dans ce contexte, l'escalade avec l'Iran elle-même, elle apparaît peut-être moins soudaine. L'analyse suggère qu'elle était une suite assez logique de la politique américaine. Retrait de l'accord nucléaire, le JCPOA, cette pression maximale. Certains parlent même d'un possible feu vert tacite donné à Israël. Et cette crise, elle lui a permis de changer complètement de posture, en fait. Au G7, il était plutôt isolé,
Et là, d'un coup, retour à Washington, il redevient le commandant en chef qui gère une urgence internationale. Exactement. Un rôle beaucoup plus valorisant pour son image aux États-Unis. Surtout qu'à ce moment-là, il y avait des tensions internes. On parle d'émeutes à Los Angeles, liées à l'immigration, et puis tout cet agenda du projet 2025. Ce plan préparé par des groupes conservateurs pour une future administration. C'est ça. Donc la crise internationale, ça offrait aussi une diversion assez opportune par rapport à ces questions intérieures. Et quelles sont les conséquences de tout ça sur la scène mondiale, d'après cette analyse? D'abord, un G7 qui sort encore plus affaibli. Sa crédibilité est touchée. Et on voit des alliés comme le Canada, la France, qui commencent à parler plus ouvertement de chercher d'autres formats, un certain minilatéralisme, pour être moins dépendant de Washington, en gros. Et l'économie dans tout ça? L'impact a été direct. Le pétrole qui grimpe de 7% quasi immédiatement, les bourses qui deviennent volatiles, ça a ravivé les craintes d'inflation au niveau mondial. Ça montre bien à quel point tout est lié. Et pendant ce temps-là, j'imagine que les rivaux stratégiques, ils observent. Évidemment. L'étude souligne que la Chine, la Russie, elles ne peuvent que se réjouir de voir les divisions au sein du bloc occidental s'accentuer comme ça. Ça renforce leur propre discours et ça leur donne plus de marge de manœuvre peut-être ailleurs, notamment en détournant l'attention de l'Ukraine par exemple. Le résultat, c'est un monde qui apparaît plus fragmenté. Donc pour résumer, ce départ de Kananaskis, vu sous cet angle, c'est un mélange complexe. Une échappatoire possible à un isolement diplomatique, un calcul politique pour la scène intérieure américaine, et tout ça sur un fond d'intérêt financier privé qui semble très lié à la politique étrangère. Et c'est une illustration assez frappante de ce que l'étude décrit comme une politique où la frontière entre ce qui relève de l'intérêt national et ce qui relève des intérêts privés devient particulièrement poreuse. Oui. Ça donne à réfléchir sur la façon dont les décisions sont prises au plus haut niveau. Et ça pose une question plus large au fond. Comment s'assurer que l'intérêt collectif prime toujours face à ce genre d'intrications potentielles? C'est une question qui dépasse ce cas précis, bien sûr. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos réflexions. Et pensez à liker et à vous abonner à Confluence pour ne pas manquer nos prochains décryptages. À très bientôt.